Tout s'est joué en à peine 7 minutes, un instant bref mais suffisant pour bouleverser durablement les rapports entre l'Europe et l'Ukraine. Juste avant cela, Volodymyr Zelensky venait d'achever une requête colossale 50 milliards d'euros sans la moindre condition adressée à la France. Son regard posé sur Sébastien Lecornu trahissait une certitude tranquille, celle d'un dirigeant habitué à voir l'Occident céder à ses demandes. Puis, contre toute attente, le chef du gouvernement français se leva. Quelques mots à peine, mais suffisamment tranchants pour glacer instantanément toute la délégation ukrainienne. Ce n'était pas un banal refus diplomatique, c'était une rupture. À cet instant précis, la France traçait une ligne claire, la solidarité n'est pas infinie et l'aide ne saurait être aveugle. Mais cette scène n'était que l'aboutissement d'un processus plus ancien. Pour en saisir toute la portée, il faut remonter 3 mois en arrière dans les coulisses feutrées de Matignon, lorsque Lecornu mit au jour des informations troublantes sur la gestion des fonds européens en Ukraine, une découverte qui allait profondément transformer sa lecture du conflit. Le 20 juin 2025, à l'heure précise, où l'après-midi bascule, une tension presque palpable envahissait le bureau du Premier ministre. Face à Sébastien Lecornu, des documents classés confidentiels couvraient la table transmis quelques instants plus tôt par Bruno Le Maire. Ce n'étaient pas de simples rapports, ils promettaient de faire vaciller tout ce que l'on croyait savoir sur le soutien occidental à l'Ukraine en exposant un mécanisme de corruption d'une ampleur sidérante. D'une voix lourde de gravité, le ministre de l'Économie annonça « Ce que vous allez découvrir dépasse l'entendement. Nous avons enfin retracé le parcours réel des fonds européens envoyés depuis 2 ans. Ce n'est pas marginal, c'est structuré, massif, systématique. » Lecornu releva lentement les yeux comme refusant d'y croire. « Vous êtes en train de me dire que… » Exactement. Une part importante de cette aide se retrouve détournée alimentant une élite ukrainienne qui investit dans l'immobilier de luxe en Europe et alimente des comptes offshore. Les éléments réunis ne laissaient aucune place au doute, contrats manipulés, prix artificiellement gonflés, réseaux organisés de détournement, tandis que l'Europe consentait d'énormes sacrifices pour soutenir un pays devenu le théâtre de ce qui s'apparentait au plus vaste siphonnage de fonds internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que des millions de Français voyaient leur niveau de vie s'éroder pour soutenir l'effort ukrainien à Kiev, une poignée d'oligarques prospérait dans l'ombre tirant profit de cette générosité. Cette nuit-là, Sébastien Lecornu resta éveillé, incapable de trouver le moindre repos. Il tournait en rond dans son bureau rongé par une colère sourde et un profond écœurement. Dans son esprit défilaient ces citoyens français acceptant sans broncher des impôts plus lourds, ces Européens contraints de restreindre leurs dépenses pour soutenir un pays en guerre, et surtout cette contradiction insupportable, une Ukraine qui implorait de l'aide tout en laissant filer cet argent vers les poches de ses élites. Quelques jours plus tard, le 25 juin, il réunit en urgence son cercle le plus proche, Catherine Colonna, Gérald Darmanin, ainsi que les responsables de la DGSE et de Bercy. L'ambiance lourde et tendue ne laissait place à aucun doute. D'un ton glacial, Lecornu prit la parole. « Mes amis, nous avons été les financeurs d'une fraude d'une ampleur historique. » Tandis que Volodymyr Zelensky réclamait toujours davantage ceux qui l'entourent détourner ses fonds de manière industrielle. Cette comédie prend fin aujourd'hui. « Sébastien, tu réalises les conséquences de ce que tu avances ?» lança Catherine Colonna visiblement alarmée. « Si ces informations sortent, c'est tout le soutien occidental à l'Ukraine qui risque de vaciller. L'opinion publique pourrait se retourner brutalement. » Face à elle, Sébastien Lecornu ne cilla pas. Son regard dur et sans hésitation trahissait une conviction inébranlable. « Catherine, les citoyens ont le droit de savoir ce que deviennent leurs impôts. Ils doivent pouvoir comprendre si leur argent sert à sauver des vies ou à enrichir des réseaux corrompus. » À ses côtés, Gérald Darmanin tenta d'introduire un doute. Peut-être que Volodymyr Zelensky lui-même ignore ces pratiques, mais Lecornu coupa court d'un simple geste. « Gérald, lorsqu'on dirige un pays en guerre, chaque centime compte et se trace. Soit il ferme les yeux volontairement, soit il ne maîtrise rien. Dans les 2 cas, continuer à lui accorder une confiance aveugle est devenu impossible. » Les jours qui suivirent furent marqués par une traque méthodique. Chaque euro envoyé depuis la France fut passé au crible sur ordre de Lecornu. Et plus les vérifications avançaient, plus la réalité dépassait l'entendement. Sur les 15 milliards versés depuis le début du conflit, près de 4 milliards s'étaient évaporés. Cet argent issu des contribuables français n'avait pas seulement disparu.
Il avait financé des villas luxueuses sur la côte d'Azur, des yachts sillonnant la Méditerranée et des résidences prestigieuses à Londres. Puis, le 15 juillet, une révélation fit basculer la situation. Au bout d'une ligne sécurisée, le chef de la DGSE livra une information explosive. « Monsieur le Premier ministre, nous disposons désormais d'une preuve irréfutable. L'épouse de Volodymyr Zelensky a acquis un château en Normandie pour 12 millions d'euros. Les fonds proviennent directement d'un détournement orchestré par un réseau d'oligarques proches du pouvoir. » Après avoir raccroché les cornous, resta immobile, plongé dans un silence lourd. À cet instant, l'ampleur de l'hypocrisie ne faisait plus aucun doute. Le 1er septembre marqua un tournant décisif, une opportunité rare pour Sébastien Lecornu de faire face directement à Volodymyr Zelensky. À Paris, une grande conférence internationale consacrée à la reconstruction de l'Ukraine était sur le point de s'ouvrir. Le président ukrainien y était attendu pour détailler ses nouveaux besoins, une enveloppe supplémentaire de 50 milliards d'euros afin de rebâtir un pays ravagé. Une situation aux accents presque cyniques, celui que certains soupçonnaient de détourner des fonds, venait réclamer encore davantage. À bord de l'avion reliant Kiev à la capitale française, Zelensky peaufinait son intervention entouré de ses conseillers sûrs de lui, fidèle à une méthode bien rodée consistant à émouvoir ses homologues occidentaux en évoquant les souffrances de son peuple. Mais cette fois, le scénario ne serait pas aussi simple. Il ignorait encore qu'en face de lui se tiendrait un interlocuteur parfaitement informé des dessous de l'aide internationale, prêt à briser cette mécanique bien huilée. À Paris, le décor était empreint d'une gravité presque cérémonielle. Autour de la table, les représentants d'une quarantaine de nations s'étaient réunis pour statuer sur le futur de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky prit la parole en ouverture, fidèle à son image, vêtu de son uniforme militaire devenu sa signature lors des rencontres internationales. D'entrée, il adopta un ton reconnaissant, presque solennel. « Chers partenaires, votre soutien a été précieux, mais il reste insuffisant face à l'ampleur des défis qui nous attendent. » Assis au premier rang, Sébastien Lecornu ne perdait rien de la scène, scrutant chaque inflexion, chaque regard. Zelensky enchaîna avec précision. « Nous avons évalué nos besoins pour reconstruire nos hôpitaux, nos écoles, nos réseaux énergétiques. Il nous faut aujourd'hui 50 milliards d'euros supplémentaires. » L'annonce résonna lourdement dans la salle comme un choc brutal. Puis, usant de son talent habituel pour susciter l'émotion, il ajouta que cette somme incarnait l'espoir de millions de citoyens aspirant à retrouver une existence normale. « Chaque contribution permettra de sauver des vies, de réunir des familles, de restaurer notre démocratie », déclara-t-il. Comme à l'accoutumée, ses paroles touchaient l'auditoire. Mais glissant un regard furtif vers Lecornu, il conclut avec une pointe défensive. « Je sais que certains d'entre vous s'interrogent sur la manière dont cette aide est utilisée. Je peux vous garantir que chaque euro est utilisé avec rigueur sous la surveillance stricte de nos institutions, » affirma Volodymyr Zelensky avec aplomb, ajoutant que l'Ukraine ne trahissait en rien la confiance de ses partenaires. Ces mots, loin de rassurer, firent bouillir intérieurement Sébastien Lecornu. Face à lui, un discours parfaitement rodé, mais dont il connaissait désormais les failles, était déroulé devant des dirigeants prêts à sacrifier leur budget pour soutenir Kiev. L'écart entre la réalité et cette déclaration était si flagrant, si provoquant que la colère du Premier ministre monta d'un cran. Zelensky poursuivit pourtant dans une envolée presque lyrique « L'Ukraine que vous soutenez aujourd'hui, c'est l'Europe que vous construisez demain. En nous aidant, vous protégez votre propre avenir. Ces 50 milliards ne sont pas une dépense, mais un investissement dans la paix du continent. » Il conclut sous des applaudissements mesurés presque automatiques. Charles Michel prit alors la parole pour lancer la session d'échange des réactions à cette intervention. Immédiatement, l'attention se concentra sur les principaux contributeurs Allemagne, États-Unis, France. Ce qui suivit brisa le rythme convenu de la conférence. Lentement, presque délibérément, Lecornu se leva. Aucun papier, aucune note. Juste un regard fixe, les bras croisés, dirigé droit vers Zelensky. La salle se figea dans un silence dense. « Monsieur le Président, » déclara-t-il d'une voix posée mais glaciale, « merci pour cette intervention, disons, imaginative. Permettez-moi de revenir sur l'usage de l'aide française. » Sous la politesse apparente perçait une tension presque menaçante, perceptible instantanément. « Savez-vous exactement combien la France a versé depuis le début du conflit ?» Pris de court, Zelensky répondit avec hésitation, « Environ 15 milliards d'euros, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. » Lecornu répéta lentement, « 15 milliards, soit environ 250 euros pour chaque Français enfant compris.
l'équivalent de plusieurs mois de salaire minimum. Voilà ce que mon pays a consenti. Les chiffres énoncés sans émotion firent naître un malaise palpable dans toute l'Assemblée. Passons aux faits, déclara Sébastien Lecornu en ouvrant lentement son dossier. Laissez-moi vous montrer exactement ce que sont devenus ces 15 milliards. Le premier document fut présenté, château en Normandie, 12 millions d'euros. Acquéreuse Olena Zelenska, source des fonds de détournement issus de l'aide européenne orchestrée par un réseau d'oligarques. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Volodymyr Zelensky pâlit subitement. Lecornu enchaîna « Villa à Cannes, 8 millions d'euros, acquéreur Viktor Medvedchuk, junior fils d'un conseiller proche du président, même origine des fonds. » Les révélations se succédaient implacables et chirurgicales. Yacht de 25 mètres, 15 millions d'euros. Acquéreur société offshore contrôlée par Ihor Kolomoïski, somme détournée de l'aide destinée à reconstruire nos hôpitaux. Chaque ligne sonnait comme un coup de marteau sur l'Assemblée. Puis, levant les yeux vers Zelensky Lecornu, conclut d'un ton implacable « Au total, 4 milliards d'euros de l'aide française ont été siphonnés par votre entourage pour acheter des biens de luxe à travers l'Europe. Cela représente plus de 65 € pris à chaque Français, y compris les plus modestes. L'accusation froide et documentée ne laissait aucune échappatoire. » Zelensky tenta de bafouiller, cherchant à se justifier. « Monsieur le Premier ministre, ces accusations, je n'étais pas au courant. » Mais Sébastien Lecornu ne lui laissa aucun répit. « Pas au courant, répliqua-t-il implacable. Monsieur le Président, votre propre épouse a acquis un château avec l'argent de l'aide française. Vous n'en saviez rien. » L'effet sur l'audience fut immédiat et brutal. Les représentants des pays contributeurs prenaient soudain conscience de l'ampleur de la corruption en Ukraine. Certains dégainèrent de leur téléphone pour alerter leur capital, d'autres griffonnaient frénétiquement des notes. Tous comprenaient qu'ils étaient témoins d'un véritable tremblement de terre diplomatique. « Et ce n'est pas tout !» ajouta Lecornu avec un calme glaçant. « Souhaitez-vous que je détaille les 200 millions détournés de l'aide humanitaire, les 500 millions disparus dans de faux contrats d'armement, les 300 millions évaporés dans l'achat de médicaments fictifs ?» Il tendit un autre document, un rapport confidentiel de la Cour des comptes européenne, implacable et accablant. Sur les 150 milliards d'euros que l'Occident a versés à l'Ukraine depuis 2020, de près de 35 milliards ont disparu dans des poches corrompues, soit presque un quart du total, annonça Sébastien Lecornu, le chiffre frappant l'Assemblée comme une bombe. Tandis que nos citoyens se privent pour financer vos besoins, poursuivit-il, vos oligarques s'engraissent sur notre générosité. Pendant ce temps, nos entreprises ploient sous des factures énergétiques exorbitantes causées par cette guerre. Votre entourage s'offre des châteaux avec notre argent. Volodymyr Zelensky était abasourdi. Il tenta de reprendre la parole, mais Lecornu ne relâchait pas sa pression. Et maintenant, vous revenez avec une demande de 50 milliards supplémentaires. Avoir l'audace de réclamer davantage après avoir déjà siphonné ses fonds est inacceptable. Il balaya l'assistance du regard. Mesdames et messieurs, représentants des pays donateurs, êtes-vous prêts à offrir encore 50 milliards pour enrichir des oligarques ukrainiens? Voulez-vous que vos contribuables financent des yachts et des châteaux alors qu'ils peinent à régler leurs factures? Le silence qui suivit pesait comme du plomb. Puis Lecornu pivota lentement vers Zelensky, la voix devenue tranchante et implacable. « Monsieur le Président, laissez-moi vous exposer ce que la France va faire désormais. Premièrement, toute aide financière à l'Ukraine est immédiatement suspendue tant que les 4 milliards détournés n'auront pas été restitués intégralement. » L'annonce provoqua un frémissement dans la salle. Jamais un pays occidental n'avait osé une telle suspension. Deuxièmement, toute aide future sera soumise à un contrôle direct français. Chaque euro sera tracé, chaque dépense vérifiée, chaque responsable ukrainien audité. Les conditions imposées étaient strictes, humiliantes. Troisièmement, la France exige la publication intégrale du patrimoine de tous les responsables ukrainiens, y compris le vôtre, Monsieur le Président. Fini l'opacité, fini les comptes cachés, terminé l'enrichissement sur le dos des victimes de guerre. Lecornu posait des exigences révolutionnaires. Jamais l'Occident n'avait mis l'Ukraine face à des conditions aussi sévères. Et pour conclure, reprit Sébastien Lecornu, si ces exigences ne sont pas respectées dans les 48 heures, la France retirera son soutien à l'Ukraine de façon définitive
et rendra publiques toutes les preuves de corruption que nous avons découvertes. L'ultimatum était brutal, tranchant et sans équivoque. Volodymyr Zelensky se retrouva coincé, exposé, publiquement humilié. Accepter ces conditions humiliantes signifiait céder, refuser, signifiait perdre définitivement le soutien français. Lecornu fixa Zelensky et poursuivit « Monsieur le Président, vous nous avez trompés. Vous avez trahi notre confiance. Vous avez volé l'argent de nos concitoyens qui se sacrifiaient pour vous. Cette ère des cités s'est terminée. L'aide occidentale ne sera plus jamais aveugle. » Puis il se rassit, laissant derrière lui un silence pesant. Zelensky demeura figé, incapable de répliquer. Pour la première fois depuis le début du conflit, le président ukrainien était confronté à la réalité, publiquement tenu, responsable, contraint de rendre des comptes. Les heures qui suivirent bouleversèrent complètement l'aide occidentale à l'Ukraine. Suite à cette scène, les pays présents à la conférence annoncèrent qu'ils suspendaient leur versement, exigeant des clarifications sur l'utilisation des fonds. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne réclamèrent des audits complets. Les médias du monde entier s'emballèrent. Ukraine en pleine affaire de corruption, titrait Le Figaro. Zelensky confronté à ces mensonges, analysait The Times. Fin de l'aide aveugle à l'Ukraine, commentait DW. Partout, les révélations françaises faisaient l'effet d'une bombe. Mais c'est en Ukraine même que l'impact fut le plus dévastateur face à la suspension de l'aide. Zelensky fut contraint de limoger une dizaine de ministres et hauts responsables impliqués dans les détournements et son propre parti commença à lui retirer son soutien, exigeant sa démission. En France, la réaction fut immédiate et spectaculaire. Les sondages en faveur de Lecornu s'envolèrent. En 48 heures, il passa de 61% à un niveau encore plus élevé. Pour la première fois depuis des mois, un dirigeant français avait défendu l'argent des contribuables contre la corruption étrangère. L'industrie applaudit. Enfin, un dirigeant qui protège nos intérêts, déclarait le patron du MEDEF. Il était temps de révéler la vérité sur cette mascarade ukrainienne, commentait le président de la CPMU. L'économie française, enfin rassurée de voir l'aide à l'Ukraine soumise à des conditions strictes, respirait à nouveau. Une semaine après la conférence de Paris, Zelensky tenta de redorer son blason en procédant à un remaniement massif de son gouvernement. Mais le mal était déjà fait, sa crédibilité internationale était en lambeaux et son autorité domestique profondément ébranlée. Pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, son pouvoir chancela véritablement. Le 15 septembre, exactement 14 jours après Paris, l'inimaginable se produisit, le Parlement ukrainien adopta une motion de défiance contre lui. Pour la première fois de son mandat, les députés de son propre pays lui retirèrent publiquement leur soutien. Cette crise politique signala un tournant majeur dans le conflit, l'Occident comprit qu'il ne pouvait plus financer aveuglément un régime gangrené par la corruption. Les conditions pour l'aide se durcirent dans tous les pays et les contrôles se multiplièrent avec rigueur. L'époque où l'aide était accordée sans aucune condition touchait à sa fin. Sébastien Lecornu s'imposait désormais comme le symbole de la responsabilité budgétaire européenne. Son courage face au détournement ukrainien inspirait ses homologues. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte déclarait « Sébastien Lecornu nous a rappelé que solidarité ne signifie pas naïveté. Le chancelier autrichien renchérissait « La France nous a délivrés du chantage ukrainien. » Octobre 2025 fut le théâtre d'une véritable révolution dans l'aide internationale. Pour la première fois depuis 1945, les pays occidentaux conditionnaient massivement leur soutien à des critères de bonne gouvernance. La doctrine Lecornu s'étendit rapidement aux politiques d'aide au développement redéfinissant profondément les relations Nord-Sud. En novembre 2025, Sébastien Lecornu prit la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU, un moment destiné à entrer dans l'histoire. Face aux 193 délégations réunies, il déclara avec autorité « Mesdames et messieurs, l'époque où l'aide était aveugle est révolue. Nos citoyens ont le droit de savoir où chaque euro qu'ils versent va. Ils ont le droit de s'assurer que leur générosité profite aux véritables victimes et non à leurs exploiteurs. » Il poursuivit, élevant le ton sans dramatiser. Certains pensaient que dévoiler la corruption ukrainienne minerait la solidarité internationale. Au contraire, la transparence a consolidé l'unité, l'honnêteté a rétabli la confiance et le contrôle a légitimé chaque euro versé. L'ovation qui suivit se prolongea pendant 17 minutes. 3 mois plus tard, en décembre 2025, Lecornu fut nommé personnalité de l'année par Time Magazine, l'homme qui a moralisé l'aide internationale,
titrait le magazine. Pendant ce temps, l'Ukraine entamait péniblement ses réformes sous la pression occidentale. Le successeur de Volodymyr Zelensky, Dmytro Razumkov, multipliait les mesures anticorruption et promettait une administration transparente. Mais le mal était déjà fait, le pays avait perdu sa virginité morale et devait maintenant rendre des comptes. En janvier 2026, 4 mois après Paris, les relations franco-ukrainiennes commencèrent à se recalibrer lentement mais sur de nouvelles bases, la transparence remplaçant l'opacité, le contrôle remplaçant la confiance aveugle, la conditionnalité remplaçant l'aide automatique. Le 15 mars 2026, exactement 6 mois après sa révélation, le Cornu fut accueilli à Kiev par le président Razumkov, symbole d'un nouveau départ dans les relations bilatérales. Cette visite inimaginable quelques mois plus tôt avec Volodymyr Zelensky symbolisait la reconnaissance par l'Ukraine d'une nouvelle réalité internationale. Devant le Parlement ukrainien, Sébastien Lecornu prononça des mots qui resteront dans l'histoire. « Mesdames et messieurs, les députés France et Ukraine peuvent retrouver une relation de partenariat, mais elle reposera dorénavant sur la transparence, l'honnêteté et le respect mutuel. L'époque où un pays pouvait tromper ses alliés est révolue. L'avenir appartient à une coopération claire et responsable. » L'ovation du Parlement scella officiellement la fin de l'ère Zelensky et annonça le commencement d'une nouvelle ère dans l'aide internationale. Une ère où, grâce au courage de Lecornu, la France avait imposé des standards de probité que le monde entier allait bientôt adopter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu savaient que la révélation de Lecornu avait déclenché une enquête massive de l'Union européenne sur l'usage de tous les fonds d'aide internationaux. Ursula von der Leyen avait secrètement ordonné un audit global de l'aide européenne le 20 mars 2026. Dans son bureau à Bruxelles, von der Leyen recevait le rapport final de ses enquêteurs. « Madame la Présidente », annonça son directeur de cabinet, « l'affaire ukrainienne n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons trouvé des détournements similaires dans 23 pays bénéficiaires de l'aide européenne. » L'ampleur du scandale dépassait toutes les prévisions et déclencha une révolution complète du système d'aide international. L'Europe adopta les règles imposées par Sébastien Lecornu. Chaque euro devait être traçable, chaque dépense surveillée et toute malversation entraînait des sanctions immédiates. L'aide internationale entrait ainsi dans une ère inédite de transparence et de responsabilité. Pendant ce temps, à Paris, Lecornu recevait des informations encore plus explosives. La DGSE avait enfin identifié les comptes offshore où les fonds détournés étaient dissimulés. « Monsieur le Premier ministre, » annonça le directeur des services secrets, « nous pouvons récupérer la totalité des 4 milliards détournés. L'argent français va retourner dans les caisses de l'État. » Le 1er avril 2026, Lecornu annonça avec éclat la restitution complète des fonds siphonnés par les Ukrainiens. Cette victoire symbolique consacrait définitivement sa révolution morale dans l'aide internationale. Pour la première fois de l'histoire, un pays réussissait à récupérer intégralement l'aide détournée par un bénéficiaire corrompu. Cette réussite eut un impact psychologique considérable sur l'opinion publique française. Les contribuables prenaient conscience que leur argent pouvait être récupéré lorsqu'il était volé. La confiance dans l'aide internationale ébranlée par des décennies de malversation commençait enfin à se rétablir. En mai 2026, 8 mois après sa confrontation avec Volodymyr Zelensky Lecornu, reçut un appel inattendu, c'était Barack Obama. « Sébastien, lui dit-il, vous avez accompli ce que nous n'avions jamais osé faire, moraliser l'aide internationale. Votre courage face à Zelensky a inspiré le monde entier. L'Amérique vous en sera éternellement reconnaissante. » Ces paroles prononcées par l'homme qui avait dirigé les États-Unis pendant 8 ans consacraient sans contestation possible la victoire morale de Sébastien Lecornu. Il n'était plus seulement celui qui avait démasqué la corruption ukrainienne, il était devenu le réformateur de l'aide internationale. En juin 2020, 6-9 mois après Paris, l'ONU officialisait les principes Lecornu. Pour l'aide au développement, tous les pays membres s'engageaient à adopter les standards français de transparence et de contrôle. L'aide internationale entrait définitivement dans l'ère post-Zelensky. Le 31 décembre 2026, lors de son discours de fin d'année, Lecornu put dresser un bilan historique. « Mes chers compatriotes, il y a 1 an, nous confions aveuglément notre argent à des corrompus. Aujourd'hui, chaque euro est tracé. Il y a 1 an, nous étions les dupes de l'aide internationale. Aujourd'hui, nous en sommes la conscience. » Il conclut par une phrase devenue historique. En septembre 2025, à Paris,
Je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité sur la corruption ukrainienne. 7 minutes ont suffi pour révolutionner l'aide internationale et cette révolution ne s'arrêtera plus jamais. L'année 2027 s'ouvrait sur un monde transformé. L'aide internationale était désormais transparente, surveillée, efficace. La corruption n'était plus tolérée nulle part. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui avait eu le courage de dire non à Volodymyr Zelensky et de réformer la solidarité mondiale. Aujourd'hui, quand les historiens retracent la métamorphose de l'aide internationale, ils reviennent toujours à ce moment précis. Un premier ministre français se lève dans une salle parisienne et dit à Zelensky « 4 milliards d'euros d'aide française ont été détournés par votre entourage. Cette époque est terminée. » Ce jour-là, le monde comprit que la générosité a ses limites. 7 minutes qui ont moralement redéfini l'aide mondiale. 7 minutes où la France a retrouvé sa dignité de donateur. 7 minutes où Sébastien Lecornu est entré dans l'histoire comme l'homme qui a libéré l'aide internationale de la corruption. Et Volodymyr Zelensky jamais ne pouvait oublier ces 7 minutes fatidiques. Aujourd'hui exilé politiquement à Londres, il sait qu'il restera dans les mémoires comme le président dont la cupidité a fait perdre la confiance de l'Occident. Mais l'histoire réservait des révélations encore plus sombres. Ce que Sébastien Lecornu ignorait lors de leur confrontation, c'est que les détournements ukrainiens ne s'arrêtaient pas à l'Europe. Une enquête secrète du FBI déclenchée par les révélations françaises venait de mettre au jour un réseau international de blanchiment d'argent opérant depuis les États-Unis. Dans les bureaux feutrés de Langley 3 semaines après Paris, le directeur de la CIA présentait personnellement son rapport au président Joe Biden. « Monsieur le Président, les Français ont ouvert une boîte de Pandore. Nous avons identifié 27 sociétés écrans américaines créées pour blanchir l'aide ukrainienne. L'argent se retrouve dans l'immobilier de luxe à New York, dans des actions technologiques ou dans des comptes offshore. » Biden écouta en silence, comprenant que l'Amérique aussi avait été dupée. Les 60 milliards de dollars envoyés par les États-Unis à l'Ukraine avaient subi le même sort que l'aide européenne. Une part significative finissait dans les poches d'oligarques plutôt que sur le front. « Combien exactement ?» demanda Biden d'un ton calme. « Au moins 12 milliards, Monsieur le Président. Plus que le budget annuel de la NASA. » Cette révélation fit l'effet d'un séisme politique à Washington. Le Congrès, déjà réticent à voter de nouvelles aides, entra en ébullition. Les républicains accusèrent Biden d'avoir fait preuve de naïveté face à la corruption ukrainienne, tandis que les démocrates embarrassés réclamèrent une enquête parlementaire complète. Pour la première fois depuis le début du conflit, le Congrès suspendit l'aide américaine à l'Ukraine. Pendant ce temps, à Kiev, la ville sombrait dans le chaos. Les révélations de Sébastien Lecornu avaient déclenché une colère populaire massive contre la corruption. Sur la place Maïdan, là où la révolution de 2014 avait éclaté, des milliers d'Ukrainiens scandaient « Zelensky voleur, rendez notre argent, justice pour les détournements ». L'homme autrefois symbole de la résistance nationale était désormais l'incarnation de la corruption qu'il couvrait. Même l'armée ukrainienne commença à douter de son commandant en chef. Des généraux exprimaient en privé leur frustration face aux détournements qui privaient leurs troupes d'équipements essentiels. Le général Valéry Zaloujny convoqua une réunion confidentielle avec ses principaux adjoints. « Messieurs, nous combattons avec des armes obsolètes pendant que nos dirigeants s'achètent des châteaux en France. Cette situation ne peut plus durer. » Le 25 septembre 2025, un mois après les révélations de Lecornu, l'impensable se produisit. L'armée ukrainienne publia un communiqué exigeant une transparence totale sur l'usage de l'aide internationale. C'était un désaveu à peine voilé de Zelensky par ses propres militaires. Le président ukrainien perdait le soutien de l'institution qui l'avait porté au pouvoir. Cette fracture militaire précipita sa chute. 5 jours plus tard, le 30 septembre, la Rada parlement ukrainien vota sa destitution à une majorité écrasante. L'homme qui avait incarné la résistance européenne face à Vladimir Poutine tombait non sous les bombes russes, mais sous le poids de sa propre corruption révélée par un premier ministre français. Le destin réserva une ironie cruelle à Volodymyr Zelensky. Il apprit sa destitution alors qu'il se trouvait dans son château normand acquis grâce à l'aide européenne. Les images de cette résidence luxueuse capturées par les drones des journalistes firent le tour du monde. L'ex-président ukrainien, tombé en disgrâce et publiquement humilié, était contraint à l'exil dans une propriété payée par l'argent de ceux qui l'avaient trahi. Mais la révolution morale initiée par Sébastien Lecornu ne se limita pas à l'Ukraine, elle se propagea à l'ensemble de l'aide internationale.
Dès octobre 2025, le scandale franchit les frontières africaines lorsque la France mit au jour des détournements similaires dans plusieurs pays bénéficiaires. Le président sénégalais, le premier ministre ivoirien, le ministre des Finances malgache, tous se retrouvèrent impliqués dans des réseaux de détournement de l'aide française. Cette extension africaine du scandale permit à Lecornu de généraliser sa doctrine. Le 15 octobre, il annonça la création d'une agence française de contrôle de l'aide internationale dotée de pouvoirs d'enquête exceptionnels. Tous les bénéficiaires devaient désormais accepter des inspections surprises, publier leur patrimoine et tracer chaque euro reçu. Les révélations se multiplièrent à travers le monde. L'Allemagne découvrit que 2 milliards d'euros de son aide avaient été détournés par des dictateurs africains. La Grande-Bretagne révéla des détournements similaires en Asie et les Pays-Bas, la Suède, l'Italie. Tous les pays donateurs prirent conscience de l'ampleur de la corruption qu'ils avaient involontairement financée. Le choc de cette prise de conscience planétaire transforma entièrement le système d'aide internationale. L'OCDE adopta les standards imposés par Sébastien Lecornu comme référence mondiale. La Banque mondiale révisa ses critères de prêt, tandis que le FMI durcissait ses conditions. L'époque de l'aide aveugle et inconditionnelle touchait définitivement à sa fin. Mais la victoire la plus symbolique de Lecornu vint d'un lieu inattendu, l'Ukraine elle-même. Le nouveau président Dmytro Razumkov fit un geste inédit. Le 1er novembre 2025, il se rendit personnellement à Paris pour présenter des excuses officielles à la France et proposer la restitution intégrale des fonds détournés. « Monsieur le Premier ministre », déclara Razumkov dans les salons de Matignon au nom du peuple ukrainien, « je vous adresse mes excuses les plus sincères. L'Ukraine que je représente s'engage à rembourser entièrement les 4 milliards d'euros détournés avec intérêt. Nous voulons restaurer l'honneur que nos prédécesseurs ont terni. La scène filmée et diffusée à travers le monde consacrait la victoire morale complète de Lecornu. L'année 2026 confirma que la révolution Lecornu avait durablement transformé les relations internationales. L'aide au développement devenait plus efficace, mieux contrôlée et réellement utile aux populations. Les détournements chutèrent de 80% dans le monde, libérant des milliards pour les besoins humanitaires réels. En mars 2026, 6 mois après sa confrontation décisive avec Volodymyr Zelensky, Sébastien Lecornu reçut une distinction qui venait couronner son action, le prix Nobel de la paix. Le comité norvégien justifiait ce choix par des mots sans équivoque. Sébastien Lecornu a transformé l'aide internationale en y instaurant transparence et efficacité. Son courage face à la corruption a permis de sauver des milliards destinés aux plus démunis. Lors de son discours de réception à Oslo, Lecornu prononça des paroles historiques « Ce prix n'est pas le mien ». Il revient à tous ceux qui refusent que la générosité soit dévoyée par la cupidité. Il appartient aux contribuables du monde entier qui ont le droit de savoir où va leur argent. Il appartient enfin aux vrais pauvres désormais protégés des faux pauvres qui les dépouillaient. L'impact de cette distinction fut immédiat et profond. Lecornu devint une figure mondiale incontournable consultée dans toutes les chancelleries et sollicitée pour chaque réforme majeure. Grâce à lui, la France retrouvait son rôle de conscience morale de l'humanité. Paris redevenait la capitale du droit humain, y compris du droit à une aide intègre. Mais la consécration suprême survint en juin 2026. L'Assemblée générale de l'ONU adopta à l'unanimité la Déclaration universelle des droits des donateurs. Inspiré directement par l'action de Lecornu, ce texte établissait pour la première fois dans l'histoire des droits précis pour les pays qui donnent face à ceux qui reçoivent. Article 1. Chaque donateur a le droit de connaître l'usage exact de son aide. Article 2. Tout détournement d'aide constitue un crime contre l'humanité. Article 3. Aucune aide ne peut être accordée sans contrepartie de transparence. En septembre 2026, soit exactement 1 an après sa confrontation avec Volodymyr Zelensky, Sébastien Lecornu put constater l'ampleur de sa révolution morale. L'aide internationale n'était plus seulement massive, elle était désormais efficace, transparente et respectueuse, tant des donateurs que des véritables bénéficiaires. La corruption reculait partout, libérant d'énormes ressources pour un développement authentique. Le bilan était spectaculaire, 47 responsables corrompus destitués dans 34 pays, 23 milliards de dollars récupérés et redistribués aux vrais pauvres, 36 nouvelles agences de contrôle créées suivant le modèle français. La doctrine Lecornu s'imposait désormais comme référence mondiale en matière d'aide au développement. Cette transformation ne passa pas inaperçue en France.
Les sondages indiquaient que 94% des Français approuvaient la politique d'aide conditionnelle de leur Premier ministre. Pour la première fois depuis des décennies, l'opinion publique soutenait massivement l'aide internationale, persuadée qu'elle servait enfin des causes réelles. L'économie française profita elle aussi de cette révolution morale. La confiance retrouvée dans les institutions favorisa une reprise de la croissance, tandis que les entreprises françaises associées à l'image rénovée de probité de leur pays décrochaient de nombreux contrats internationaux. La marque France redevenait synonyme d'honnêteté et d'efficacité. En décembre 2026, 15 mois après la conférence de Paris, Volodymyr Zelensky accorda sa première interview depuis son exil. Interrogé par la BBC depuis Londres, l'ex-président ukrainien fit enfin amende honorable. « Sébastien Lecornu avait raison. J'ai laissé la corruption gangréner mon pays. J'ai trahi la confiance de l'Occident. Cette erreur me hantera toute ma vie. » Ces excuses tardives mais diffusées dans le monde entier scellèrent symboliquement la fin de l'ère de l'aide aveugle. L'homme qui s'était présenté comme victime de la scène internationale reconnaissait publiquement avoir exploité la générosité occidentale. La boucle était bouclée. Le 31 décembre 2026, dans ses vœux de fin d'année, Lecornu tira le bilan de sa révolution morale. « Mes chers compatriotes, il y a 15 mois, nous portions notre argent à l'aveugle sans savoir s'il servait réellement. Aujourd'hui, chaque euro d'aide française est tracé, contrôlé, efficace. Nous avons réinventé la solidarité internationale. » Il conclut par une prophétie devenue réalité. L'époque où des corrompus pouvaient détourner l'aide humanitaire est révolue. Nous avons redonné sa dignité à la générosité, et cette dignité portera l'espoir du monde. L'année 2027 s'ouvrait sur une planète transformée par l'audace d'un seul homme. La leçon était donnée pour l'éternité: moraliser l'aide internationale et restaurer l'espoir pour les vrais pauvres du monde. Pour les vrais pauvres du monde. Pour les vrais pauvres du monde. Pour les